voudrais vous parler du sommeil. Le sommeil apparaît comme l'un des acteurs majeurs de la consolidation des apprentissages. Le temps de réponse s'accélère après une période de sommeil. Les travaux ont pu prouver aussi que sans aucun entraînement supplémentaire, les performances cognitives et motrices s'améliorent significativement et de façon durable après une période de sommeil, alors que la perturbation du sommeil bloque sélectivement cette consolidation. Les rôles respectifs des différents stades de sommeil ne sont pas encore parfaitement établis, mais il semblerait que le sommeil profond, à ondes lentes, permette la consolidation et la généralisation des connaissances, mémoire déclarative, tandis que le sommeil paradoxal renforcerait les apprentissages perceptifs et moteurs, mémoire procédurale. L'imagerie cérébrale montre que durant le sommeil, les circuits sollicités au cours de l'épisode précédent de veille se réactivent et l'étendue de cette réactivation prédit aussi bien le contenu du rêve que la taille de l'effet de consolidation après le réveil. Cette réactivation reproduit la séquence de décharge neuronale observée au cours de l'exploration d'un labyrinthe, parfois à vitesse normale, parfois à l'envers, parfois à une échelle temporelle comprimée, d'un facteur 20. Le cerveau rejoue ainsi les patrons d'activité évoqués au cours de la journée, ce qui permet probablement de les recoder dans les circuits additionnels. La fonction principale du sommeil serait le transfert des épisodes d'apprentissage de la veille. L'hippocampe engrangerait les souvenirs de la journée, mémoire rapide, et au cours de la nuit, la réactivation de ces signaux permettrait d'entraîner des circuits supplémentaires du cortex, mémoire lente, capable d'extraire règles et invariants. Selon d'autres théories, le sommeil interviendrait également dans la réduction du nombre des synapses et l'élagage des représentations indésirables, théorie de l'homéostasie synaptique. Ainsi, aussi dans la restauration de l'équilibre chimique du système nerveux par échange de métabolites avec le liquide céphalorachidien. Le lien entre sommeil et apprentissage est direct et causal. De nombreuses expériences montrent que les variations spontanées de la profondeur du sommeil, mesurées par le nombre, l'amplitude et la pente des ondes lentes, corrèlent avec les performances après l'éveil. De plus, il est aujourd'hui possible d'augmenter la profondeur du sommeil, soit par l'injection de microcourants transcrâniens, soit par la présentation d'un bruit diffus synchronisé avec les ondes cérébrales. Dans les deux cas, l'entraînement de l'électroencéphalogramme de sommeil s'accompagne d'une augmentation de la consolidation des apprentissages. Des indices sensoriels, olfactifs ou auditifs peuvent également réorienter l'apprentissage et conduire à la consolidation sélective des informations associées pendant la veille à ces stimulus sensoriels. Notons qu'il ne s'agit en aucun cas d'un apprentissage de stimuli présentés pendant le sommeil. La présentation des connaissances sous forme de bande magnétique pendant la nuit n'a aucun effet, mais uniquement d'une réactivation, d'une consolidation de stimuli qui ont été étudiés consciemment avant le sommeil. Le sommeil donc peut-il conduire à la découverte scientifique ? Cette intuition répandue a fait l'objet d'une démonstration explicite par des chercheurs. Durant la veille, ils ont présenté des problèmes mathématiques pour lesquels existait un raccourci caché. Le sommeil entraînait une augmentation très importante du nombre de sujets qui découvraient ce raccourci, alors que des groupes contrôle privés de sommeil ne montrent pas d'augmentation, quelle que soit l'heure de la journée à laquelle ils étaient testés. La consolidation nocturne ne se réduit donc pas au simple renforcement des connaissances existantes, mais elle permet le recodage sous une forme plus abstraite et plus générale. Quelques expériences démontrent que ces effets sont présents chez l'enfant, où leur taille peut être jusqu'à 3 fois plus grande que chez l'adulte. Le sommeil de l'enfant est en effet plus profond et plus dense en ondes lentes. Chez l'enfant de 9 à 16 mois, le sommeil nocturne facilite l'apprentissage lexical et la généralisation d'un mot à une catégorie d'images. Chez l'enfant de maternelle, une brève sieste dans l'après-midi présente un effet positif sur l'apprentissage. Mais ce bénéfice n'existe que chez les enfants qui font régulièrement la sieste. Il ne semble donc pas utile de forcer les enfants à dormir, mais simplement de les laisser dormir s'ils en éprouvent le besoin. Les effets du sommeil semblent particulièrement importants chez les enfants hyperactifs, avec troubles de l'attention, TDAH. Certains d'entre eux pourraient ne souffrir que d'un manque chronique de sommeil d'ailleurs. Sur le plan éducatif, nous retiendrons que l'amélioration de la durée et la qualité du sommeil peut conduire à une intervention efficace, notamment en cas de troubles des apprentissages. Pour un bénéfice maximal, le sommeil doit survenir dans les heures qui suivent l'apprentissage. Puisque chaque période de sommeil apporte un bénéfice supplémentaire, l'école devrait distribuer au maximum les apprentissages en les répétant tous les jours si possible. Enfin, la chronobiologie indique que les cycles de sommeil se décalent chez les adolescents. Il est donc justifié de les laisser dormir, quitte à décaler les horaires de la classe. Le sommeil n'est que l'un des facteurs qui affectent notre mémoire. Celle-ci peut être définie comme l'ensemble des systèmes de projection des informations dans l'avenir. L'objectif de l'apprentissage dans la vie réelle ne devrait-il pas être de maximiser les performances futures et le transfert des situations nouvelles ?
Les enseignants croient souvent que les facteurs qui maximisent la performance et la vitesse d'apprentissage pendant l'entraînement permettent d'atteindre ces deux objectifs. Or, toute une série d'expériences indique que cette hypothèse est souvent fausse. En d'autres termes, enseignants et élèves se trompent parfois radicalement sur les conditions qui optimisent leur mémoire. Quel facteur donc déterminerait l'oubli? Un premier élément essentiel serait la profondeur de traitement des stimuli. À durée d'exposition constante, les mêmes mots seront mieux retenus s'ils ont fait l'objet d'un traitement sémantique profond plutôt que d'un jugement superficiel. Faire l'effort de comprendre un mot ou une phrase facilite son rappel ultérieur. Rendre donc les conditions d'apprentissage plus difficiles, ce qui obligerait les étudiants à un surcroît d'engagement et d'efforts cognitifs, conduirait ainsi souvent à une meilleure rétention. Un deuxième facteur important est le fait de tester régulièrement ses connaissances. Se tester régulièrement maximise la performance à long terme. Pendant un apprentissage, par cœur par exemple, lorsque nous parvenons presque à retenir quelque chose, il vaut mieux attendre et faire l'effort d'essayer de se souvenir plutôt que de se précipiter sur un livre. Si nous nous entraînons à récupérer les mots de cette manière, nous les saurons probablement la prochaine fois. Sinon, nous aurons très probablement besoin d'aller à nouveau regarder dans un livre. Et diverses expériences montrent que le simple fait de mettre à l'épreuve sa mémoire la rend plus forte, sans doute l'effet direct des principes d'engagement actif et de retour d'erreur. Et les auteurs suggèrent aussi que cet effet serait maximal lorsque les faits commencent tout juste à être connus, que l'on essaie de récupérer une information et que l'on reçoit un retour immédiat. Ces idées sont à l'origine donc des flashcards des étudiants américains, des carnets de révision, où l'on écrit la question sur une face et la réponse sur l'autre. De nombreux logiciels, tels Duolingo, pour l'apprentissage d'une langue étrangère, fonctionnent sur ce principe. Le troisième facteur déterminant serait l'espacement des apprentissages. L'apprentissage est dit distribué lorsqu'on répète un item après un certain délai et groupé lorsqu'on présente un même item continuellement ou plusieurs fois de suite pendant une longue période. De nombreuses études montrent qu'à temps total constant, l'apprentissage distribué améliore la rétention en mémoire, et c'est particulièrement vrai de la mémoire verbale, apprentissage de phrases, de mots étrangers, etc. Alors que l'effet semble bien moindre pour l'apprentissage moteur ou dans les domaines plus conceptuels comme les mathématiques. L'imagerie cérébrale montre que le renforcement des problèmes en une seule session diminue l'activité cérébrale. Il pourrait également créer une illusion de savoir liée à la présence de l'information en mémoire de travail. Au contraire, l'espacement des problèmes à apprendre augmente l'activité cérébrale qu'ils évoquent et pourrait créer un effet de difficulté désirable, en interdisant le simple stockage en mémoire de travail, forçant ainsi les circuits sollicités à travailler plus. Il est probable que la consolidation au cours du sommeil nocturne, évoqué tout à l'heure, jouerait également un rôle dans l'effet d'espacement, dans la mesure où les effets sont particulièrement prononcés lorsque l'apprentissage est répété après un intervalle de 24 heures. Quel serait donc l'intervalle de temps le plus efficace entre les répétitions? Des chercheurs ont montré que cet optimum dépend de l'intervalle de rétention. Si l'on souhaite maximiser les performances au bout de quelques jours, une répétition espacée de 24 heures est optimale. Si par contre on souhaite que les connaissances soient préservées plusieurs mois ou plusieurs années, il faut rallonger l'intervalle de répétition en proportion. Et l'effet est massif. Une seule répétition d'une leçon à l'intervalle de quelques semaines multiplie par 3 les scores de mémoire quelques mois plus tard. De ces travaux, plusieurs enseignements pratiques pourraient être tirés. Premièrement, l'apprentissage gagne toujours à être réparti sur plusieurs fois. Deuxièmement, l'espacement de quelques jours ou même de quelques semaines ne suffit pas dans le domaine scolaire où l'on vise la mémorisation à long terme. Il faut réviser après un intervalle de quelques mois au minimum. De ce point de vue, les examens sont utiles, même s'ils incitent à la révision de la dernière minute. Cette stratégie n'est pas forcément inefficace dans la mesure où l'élève a déjà fait un effort d'apprentissage longtemps auparavant et rafraîchit ainsi ses connaissances de façon durable. Les révisions régulières et les examens cumulatifs qui incitent augmentent considérablement la rétention à l'échelle de plusieurs années. Une révision régulière des connaissances, année après année, entraîne vraisemblablement les plus grands bénéfices pour les apprenants, en langue vivante par exemple. Plus généralement, l'apprentissage des langues gagnerait à tirer parfois donc des trois facteurs qui maximiseraient la mémoire. La profondeur de l'encodage, faire travailler activement les élèves sur le sens de ce qu'ils apprennent, l'alternance de périodes d'apprentissage et de tests, et éviter d'exposer les élèves à un cours magistral, mais les mettre à l'épreuve régulièrement, et donc la répétition à des intervalles espacés. Ces phénomènes sont universels. L'idée répandue selon laquelle chacun dispose d'un style d'apprentissage qui lui soit propre est à reléguer au rang des neuromythes. Le fait que la plupart des élèves ignorent ces phénomènes et étudient avec des méthodes inefficaces
montre également que nous ne pouvons pas nous appuyer uniquement sur nos intuitions pour améliorer les apprentissages à l'école ou ailleurs. En expérimentant avec les enseignants et les parents, les neurosciences cognitives pourront aider le système scolaire ou périscolaire à converger vers les pratiques éducatives validées par l'expérimentation, de même qu'il existe une médecine fondée sur la preuve.